Ce soir à l'émission, un spécial pédophilie. D'abord, Sophie Dupont, mère d'une fillette qui a été victime d'un pédophile récidiviste, exige que le gouvernement mette en place un registre public des pédophiles. Aussi, le seul et l'unique Doc Pierre Mailloux, qui a écrit le livre « Pour la castration volontaire des pédophiles », a lui-même des idées très arrêtées sur la façon de traiter ces déviants récidivistes. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Bon, ce soir, pas nécessairement facile comme sujet, mais on va vraiment parler de pédophilie. On va commencer avec Sophie Dupont, qui est à Québec, mais j'ai avec moi en studio Dr Pierre Mailloux, et on le sait, il y a des idées assez arrêtées sur la question. Pierre, on va aller à Québec. Des idées efficaces. Des idées efficaces, dit-il. OK. En 2003, la fille de Sophie Dupont a été victime d'un pédophile récidiviste, et pour des raisons techniques, il a seulement été accusé d'exhibitionnisme. La petite fille avait seulement 7 ans. Sophie Dupont a réussi à accumuler 80 000 signatures pour appuyer un registre public des pédophiles. Elle est avec nous. Bonjour, bonsoir, Mme Dupont. Bonsoir. Bon, où en êtes-vous dans cette pétition-là? 80 000 signatures, c'est assez impressionnant quand même. Oui, bien, je continue d'en amasser. On est sur les derniers 1000, là, parce que je m'apprête à la remettre là, vers mai-juin, tout dépendant de l'élu de mon comté, qui va m'aider à la remettre. Et ça, c'est un député de l'ADQ là, qui vous aide sur ce dossier-là? Oui, M. Gosselin. OK. La pétition, c'est quoi, en gros? Je demande un registre ouvert au public des délinquants sexuels récidivistes ou dangereux, pour qu'on puisse les identifier nous-mêmes, avec une photo, un quartier, un nom, un âge. OK, mais pas à mettre sur les poteaux de téléphone. Là. Comment on peut procéder pour ça? Comme l'Alberta l'affiche sur leur site du gouvernement. Donc, on pourrait peut-être le mettre aussi sur le site du gouvernement du Québec. OK. Avez-vous rencontré des ministres à ce sujet-là? Parce qu'on s'est parlé l'an passé, vous et moi, là. Oui, on s'est parlé l'an passé, mais depuis, je n'ai pas rencontré de ministre. J'ai rencontré Mme Chauret au ministère de la Sécurité publique, qui a parlé au nom de M. Dupuis, qui me disait qu'il était en accord avec mon registre, mais qu'il cherchait la façon sécuritaire de faire ce registre-là. OK, mais ça fait un an, là. Ça fait un an qu'il cherche, le ministre Dupuis. Ça fait 7-8 mois, oui. OK. Et il cherche pas vite, là. Il trouve pas vite, en tout cas. C'est long. C'est long. Est-ce que vous trouvez qu'au Québec, là, on prend la pédophilie au sérieux? Là, on en parle aujourd'hui parce qu'on a vu le cas de Clermont-Bégin qui a été relâché, qui a été accusé, qui a été trouvé coupable d'avoir violé une fille de 16 ans. Il a fait 11 ans de prison. Il s'en fiche, il n'y a pas de remords, mais il est en liberté aujourd'hui. Vous, est-ce que vous trouvez ça, évidemment, vous allez me dire non, normal? C'est pas normal, pas du tout. En plus, qu'il a déclaré qu'il allait récidiver. Il l'a dit qu'il s'attaquerait à une autre femme. Cet homme-là a déjà des maladies mentales en plus. On aurait peut-être pu le faire passer du milieu carcéral au milieu peut-être médical, en institution pour les schizophrènes, quelque chose pour l'empêcher d'être en liberté. Pour moi, c'est comme un deuxième cas, Mario Bastien. C'est quelqu'un qui déclare qu'il va récidiver, puis Mario Bastien l'a fait. On attend peut-être que M. Bégin le refasse aussi. Oui, les 80 000 signatures, c'est des gens ordinaires. C'est qui a signé ça? Les citoyens, des gens bien ordinaires, comme des... Oui. Et votre fille, elle a aujourd'hui 11 ans. Oui. Bon, comment elle se porte? Elle va très bien. On voit une amélioration. Les notes à l'école ont remonté. Son comportement a beaucoup changé. C'est sûr que quand il arrive des événements, comme quand on entend parler de M. Bégin aux nouvelles, ou comme à l'école, cet automne, il y a un homme qui a essayé d'embarquer une jeune fille dans sa voiture. C'est sur le chemin de l'école de mes enfants. Dans ce temps-là, on voit là, comme une baisse d'humeur. On voit que, bon, elle se renferme un peu plus, mais c'est une question d'heure ou peut-être une journée ou deux, puis après ça, ça revient, là. Oui, OK. Ouais. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'agresseur en question? Non, il est en liberté, c'est tout ce que je sais. Il est en liberté. Il est en liberté, puis il y a une famille en haut de chez lui avec 5 enfants. La dame, je sais qu'elle est stressée, elle vit mal avec ça, puis elle essaie de trouver une solution pour le faire partir, là, pour essayer de mettre ses enfants en sécurité. OK. Moi, j'ai une question bien bête pour vous, Mme Dupont. Oui. Puis c'est presque une question à la Doc Mailloux. Okay. Mais le père de cette petite fille-là, il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là? Il ne s'occupe pas de la question? Non. Est-ce que vous trouvez que c'est un problème, ça, les hommes au Québec, qui ne saisissent pas la question de la pédophilie?
Oui. Mais je trouve que moi, en tout cas, c'est surtout des hommes qu'on entend parler en ce moment. Puis c'est surtout eux, comme moi, quand je fais circuler ma pétition, c'est souvent eux qui refusent de la signer ou qui me disent que ça sert à rien. Ben voyons donc. Oh oui. Ah oui. Oui. Bon, ben écoutez, là, je sais pas, donnez-moi des nouvelles quand les choses vont évoluer. Je sais que vous avez pris une petite pause là, dans tout ce dossier-là, mais revenez-moi là-dessus. C'est parfait. Merci, Mme Dupont. Merci. Bonne chance. Au revoir. Bon, Pierre Mailloux, d'abord, Sophie Dupont, est-ce qu'elle fait une bonne chose, d'après toi, là, de mener un registre public des pédophiles? Bien, au niveau de la sensibilisation de la collectivité, oui. Au niveau de l'efficacité de la mesure, ça ne donnera pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils vont récidiver quand même. Il faut connaître, il faut avoir évalué des pédophiles pour se rendre compte tous les moyens qui sont prêts à utiliser pour déjouer le système en place. Pour déjouer? Ah oui, pour déjouer. OK. Ah, ça, ils peuvent être extrêmement rusés. Mais juste pour finir avec le registre, est-ce que c'est quand même utile d'avoir ça, pas sur les poteaux de téléphone, mais d'avoir ça sur un site Internet où les citoyens peuvent se référer et savoir à qui ils ont affaire? C'est presque une illusion de protection, Benoît. C'est pas tellement efficace. OK, donc... Et si ce n'est au niveau de la mobilisation, oui. Ouais. Maintenant, on se mobilise et on va adopter quoi comme mesure efficace? OK, bon. Parce que, vois-tu, ce n'est pas la mobilisation qui est efficace. La mobilisation pourrait conduire à des solutions plus efficaces. OK, mais la mobilisation, dans ce cas-là, peut faire pression sur des politiciens qui, de toute évidence, cherchent encore des réponses à des questions bien simples, comme le ministre Dupuis. Ça peut être utile quand même. La mobilisation, c'est toujours bon. OK. Parce que c'est ça qui va exercer une pression qui pourrait mener à des changements. Tu as écrit avec Jacques Beaulieu pour la castration volontaire des pédophiles. Tu le sais, encore une fois, là-dessus, tu es très controversé. Ton expérience avec les pédophiles, on va revenir à la base. Est-ce que ça se traite? Est-ce que ça se soigne? Est-ce que ça se guérit? La réponse à ça, c'est non. Ça peut soit se contrôler pour les petits cas, ou bien il faut adopter des mesures extrêmement efficaces pour les gros cas. OK. Bien, fais-moi la différence entre les petits et les gros cas. Non, un petit cas, là, mon oncle taponneux, puis il est en état de boisson, il n'a pas niassé l'enfant, il est allé se coucher dans le lit quand il était en état d'ébriété, puis, tu sais, le père qui est séparé, puis sa grande de 10 ans, bien, il couche encore avec, puis il en prend soin, il lui donne le bain, puis lui, tu sais... Oui, ça c'est border, là, c'est sur la ligne, ça. C'est plein, tu sais, il y en a beaucoup de ça. Alors, ne pas mêler ces cas-là avec des cas beaucoup plus sévères. Ouais. Il y a tout... Si on les met tous ensemble, on fait fausse route. Il faut démêler les petits cas, les cas moyens et les cas sévères. Est-ce qu'on fait de l'aveuglement volontaire au Québec? À plein. Définitivement. Surtout chez la gente féminine. Alors, contrairement à ce qui vient d'être dit, je peux t'affirmer qu'il y a une résistance colossale de la part des femmes, de beaucoup de femmes, lorsque je parle de mesures radicales et définitives. Mais là, tu ne vas pas blâmer les femmes pour ce que les hommes font? C'est-à-dire... Je blâme les femmes pour résister à des solutions efficaces. OK. Oui. Attends une minute. Alors, l'aveuglement volontaire, il est principalement féminin. C'est les hommes, en très grande majorité, à 90 et plus, qui commettent ce genre de délit criminel-là sur les enfants. Mais il y a une complicité féminine absolument énorme. Oui, mais la complicité, là, n'existerait pas si les hommes ne commettaient pas ces actes-là. Oui, mais là, si... On va d'abord régler les hommes, puis les femmes. Mais ça se fait. Alors, c'est pas si, là, ça se fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut évoluer, là. OK, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans les gros cas, les cas le moindrement sévères de pédophilie et d'agresseurs sexuels, de prédateurs sexuels, les thérapies de la parole, résultat zéro. Bon. J'ai ici un dossier, tu vois l'épaisseur. Attends, la thérapie de la parole, ça veut dire quoi? Les thérapies de la parole, là, tu sais, aimons-nous les uns les autres, puis, tu sais, c'est pas fin, là. L'empathie, puis... C'est pas fin, là. Tu as fait de la grosse peine, puis fais-les plus, s'il vous plaît, puis, tu sais, donné par les intervenants. Alors, il y a toute une clientèle. Ça marche pas. Pour les gros cas. Pour les petits cas, en groupe, tape sur la main, tu sais, on se parle, aimons-nous, ils vont se retenir. Ça ne fait pas des hétérosexuels, là. OK? Ils demeurent pédophiles, mais ils se retiennent. Ils sont sensibilisés. Oui. Mais ils sont encadrés. OK. Encadrés. L'encadrement avec les petits cas, c'est bon. Thérapie de la parole, thérapie de groupe. Mais cas moyen et sévère, efficacité zéro. 9 thérapies de la parole ici. Un dossier que je vous amène. 9 thérapies de la parole. 9 récidives. 9 récidives où il s'est fait attraper. OK. C'est pas anecdotique, là. 9 fois la thérapie de la parole. Hey, allô? Arrêtez en quelque part. OK, mais ces 9-là, est-ce qu'ils font partie d'un lot de 100 puis tu les as apportés pour soutenir ton point ou c'est vraiment 9 cas? Ah non. Lui, là, c'est un cas. Il a suivi
à lui seul, 9 fois la thérapie de la parole des grands intervenants de Pinel, puis d'une couple d'autres places. Ça marche pas. OK. Alors lui, il était en prison. Il m'a appelé pour être castré. La directrice de la prison n'a jamais voulu qu'il soit castré. Pourquoi? Madame Carole Prévost. Veux-tu le savoir? Ah oui. Le Service correctionnel du Canada soutient que pour les délinquants sexuels, les interventions de nature psychosociale représentent le mode privilégié d'intervention afin de réduire le risque de récidive. Ça faisait 9 fois qu'il y avait l'intervention psychosociale. On a un problème, là. OK. Autrement, on fait quoi? Pardon? La parole, ça ne marche pas. Non. Autrement, on fait castration chimique, castration chirurgicale. Ce sont les 2 modes privilégiés à l'heure actuelle. Mais là, tout le monde te traite de nazi, tout le monde te traite de oui. bonhomme de Moyen-Âge. Oui, Jocelyn Aubu. Le psychiatre, dans mon petit bouquin, je le cite. Dans le Journal de Montréal, lui, 10 mars... Pinel, hein? Oui, il était. 10 mars 2000. Le psychiatre Jocelyn Aubu de l'Institut Pinel se fait cinglant quant à l'utilisation de la castration chez les pédophiles. Si le peuple, dit-il, veut punir le pédophile en le castrant, il fait fausse route. Ce traitement irréversible n'est pas totalement efficace et on mêle ici la punition et le traitement pour ces agresseurs. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Là, tout le monde, là, on parle de punition. Dans le fond, la punition, c'est une chose, là, on l'envoie en prison, mais quand il sort, à un moment donné, il faut que ça arrête, ce trou-là. Alors, la punition, chez les prédateurs sexuels, efficacité 0. 11 ans d'incarcération et 1 journée ou pas d'incarcération, il est au même point. Okay. Ça, il faut bien comprendre ça. Il n'y a rien en prison ou dans les pénitenciers pour les obliger à suivre une thérapie? Non. Écoute, même s'il avait suivi les gros cas, l'incarcération et les thérapies de la parole, ça vaut strictement rien. Ça n'a aucun impact. Lorsqu'il sort, il est au même point que lorsqu'il est entré. Okay. Je peux te le garantir. Donc, toi, tu proposes de les castrer chimiquement ou de façon chirurgicale, tu y enlèves les couilles? Oui. Et ça fait quoi? Bien, ça fait que la libido tombe à presque rien. La capacité d'érection disparaît quasi totalement. Oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y en a qui sont capables d'avoir une érection. Ceux que j'ai fait castrer, OK? Lorsqu'ils se font faire... Combien t'en as fait castrer? 4 ou 5. OK? Puis il y en a eu un à Belleville, en Ontario. Alors, c'est moi qui ai probablement le plus de cas d'hommes, de prédateurs sexuels castrés au pays. Tu es le roi de la castration? Je suis le roi de la castration. OK, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi. C'était chimique ou chirurgical? Chirurgical. OK. Oui, chimique, il y en a beaucoup de ça. OK. Mais chirurgical, là, j'en ai 4 ou 5. Et c'est sûr que si tu prends un agresseur sexuel qui a été castré chirurgicalement et qui a une compagne, une camarade ou un camarade qui fait une de ces fellations, là, puis c'est pas à 10-15 minutes, là, il y a la moitié à peu près d'une érection. Et dès que la stimulation arrête, OK. Donc ça, mais est-ce que il n'y a plus le crescendo d'excitation sexuelle. OK, mais moi j'entends qu'il y a une différence entre la libido et les fantasmes aussi. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est plus capable de bander, qu'il ne va pas prendre un enfant, qu'il ne va pas l'agresser de façon différente avec ses doigts ou autrement. Là. Avec tout le respect que je te dois, là tu viens de me sortir le discours féminin des intervenants. OK, bien répondis pareil. OK. Il faut être un homme pour comprendre que quand tu n'as plus de libido, et tu n'as plus le crescendo de l'excitation sexuelle quand tu es bandé. Ça t'intéresse plus? Les fantasmes, là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont capables de comprendre ça, mais j'aimerais qu'elles réfléchissent un petit peu à ce que je viens de dire. Est-ce que c'est basé sur des études, ce que tu me dis là, ou c'est ton expérience professionnelle à toi? Expérience empirique et certaines études qui viennent d'Allemagne. C'est pour ça que si tu sais, me faire traiter de nazi, puis je cite des études allemandes, c'est pas chic, là. Oui, c'est qu'il y a une corrélation, là. Oui. OK. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on devrait avoir... Et je pensais à ça hier, parce qu'il y a une commission d'enquête présentement sur le viaduc qui a quand même causé 5 morts. Et là, on veut voir ce qui est arrivé avec le viaduc, comment ça est tombé, pourquoi c'est tombé. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir au Québec une commission d'enquête, pas juste pour avoir des faits, mais des données, puis des interventions qui vont être pertinentes et pratiques? Les données, tu n'en auras pas sur la castration chirurgicale. Je suis le seul qui en fait faire. Et à mon corps défendant, à nouveau, le Collège des médecins ne se prononce pas. Alors, comme le Collège des médecins demeure mi-figue, mi-raisin, tous les chirurgiens qui ont opéré mes 4 ou 5 cas
OK? Ils en ont fait une fois, mais ils ne veulent pas répéter parce qu'ils ont peur du Collège des médecins. Et ça, j'aime pas ça. J'aimerais que la mobilisation de Mme Dupont serve à sensibiliser le Collège des médecins et à dire, on va ouvrir la vanne un peu, puis on va en faire castrer quelques douzaines, on va les suivre et on va voir ce que ça donne. Mais là, il y a toute une série de dingues qui gloussent contre la castration. Ils n'en ont jamais fait faire. Ils n'ont jamais vu un seul cas d'homme castré. Oui. Donc, ça prend... Je veux bien que vous gloussiez les dindes, mais s'il vous plaît... Pas juste les femmes, sacrément, arrête avec ça. Tout le monde, les hommes, les femmes. Oui, c'est des femmes et des hommes féminisés. Des hommes féminisés. Oui, les dindes, une dinde, ça glousse. Donc, c'est un exemple rural, là. OK, bien oui, tu es un habitant. Je suis un habitant, je suis un paysan. À chaque fois, il faut que tu le prouves. Qu'est-ce qu'on fait avec... avec... Non, mais c'est mon langage. Je le sais, je l'ai décodé. J'ai un décodeur à la maison, je te réécoute, puis je finis par comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme Clermont-Bégin? Qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme ça? Qu'est-ce qu'on Il n'y a même pas de bracelet électronique, ce gars-là. On ne peut même pas le suivre. OK. Première mesure, là, c'est sûr que le bracelet électronique, tu m'as déjà entendu en parler. Alors, le bracelet électronique pour les localiser en tout temps, ça, c'est minimal. Premièrement. Deuxièmement... Et le ministre Dupuis, il dit, non, pas besoin de ça, on va envoyer des polices le suivre. Oh, quelle naïveté. Non. Le ministre Dupuis est un charmant monsieur. Il ne connaît pas les prédateurs sexuels. Tu sais, on demande à quelqu'un de se prononcer sur quelque chose. Est-ce qu'il en a déjà rencontré un? OK? Quand il en a revu 3-4 douzaines, là, puis des cas sévères, il va dire, oups, il ne tiendra plus le même langage. OK, donc bracelet électronique au moins. Minimal. OK. Minimal. Bégin, on fait quoi avec, là? Là, il est en liberté, là. Il va être... Là, écoute, il y a des mesures là, extrêmement sévères, dit le ministre Dupuis. Sais-tu qu'est-ce qui est embarrassant? Pour un an, mais après, là... Ouais. Sais-tu qu'est-ce qui est embarrassant? C'est qu'on a cru naïvement qu'en l'enfermant 11 ans, on réglait un problème. Et là, on ouvre les portes du pénitencier et on est de retour à la case départ. On a fait le carré, le tour du carré de Monopoly. Ouais. Case départ. Puis là, on a l'air fou. Alors, d'où l'importance de la mobilisation pour ne pas trop avoir l'air fou à chaque fois qu'on en libère un. Avoir l'air fou et mettre des enfants en danger aussi. Oui, l'air fou et incompétent. Ouais. Tu sais, je n'osais pas trop en mettre. Pour une fois, j'étais... Ben oui, t'es presque modéré. Les gens te reconnaîtront pas. Mais là, OK, Bégin, il nous reste une minute, là. On fait quoi avec Bégin? Je reviens avec ça. Écoute, suivez-le de près, hein? Bracelet électronique, puis je pense qu'il y aurait avantage à rencontrer quelqu'un et on pourrait peut-être lui fournir une copie de mon petit livre et lui demander simplement, serais-tu d'accord pour une castration volontaire? Oui, il n'a pas l'air parce qu'il... Non, fais attention. Hey, hier après-midi, 4h moins quart, j'ai reçu un jeune homme de 19 ans. M'appelle, il est tanné. OK? Il est tanné. Castration chimique minimale. Pour la chirurgicale, on va y voir, là. Ouais. Mais non, fini. OK, puis 30 secondes... C'est pas nécessairement agréable, ça, là. Est-ce qu'il y a moyen de les obliger de prendre leurs médicaments? Ben écoute, le Bill Hogg, Californie, 1996, la moitié des États américains ont adopté la loi Hogg, qui dit simplement ceci. Après 2 incarcérations pour agression sexuelle, la 3e fois, tu ne sors pas à moins de laisser tes testicules dans la poubelle ou de t'obliger à vie à la castration chimique. Bon. Ben écoute, on va suivre le dossier. On n'a pas l'air à être prêt. H-O-G-E. Pour ceux qui veulent le savoir, ils vont aller voir. Merci, Pierre Mailloux. Merci de cette intervention-là. On revient tout de suite après la pause. Un petit mot sur Céline et Elvis.